Bonjour à tous, merci de nous accueillir chez vous de plus en plus nombreux. Le sujet du jour. 60% des salariés déclarent se sentir stressés au travail. Ce chiffre pourrait bientôt devenir de l'histoire ancienne grâce aux neurosciences. Nous savons aujourd'hui qu'elles ont le pouvoir de métamorphoser totalement notre façon de travailler et de nous amener vers la réussite. Comment? C'est ce que nous allons voir de la Silicon Valley à Paris avec des experts que je rejoins sans plus attendre autour d'une chanteuse aussi intemporelle qu'exceptionnelle, Jeanne Masse. Bienvenue à tous. Elle a marqué toute une génération, elle est restée notre idole dans notre cœur des années 80. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Jeanne Masse qui est avec nous. Bienvenue. Merci. Alors vous venez nous présenter votre livre autobiographique Réminiscence, qui est d'ailleurs le titre de votre dernier album qui réenchante notre quotidien avec tous vos tubes intemporels. Il y a deux dates également à retenir, c'est le 8 et le 9 avril 2020, puisque vous serez à l'Olympia. Exactement. Oui. Bienvenue Jeanne Masse. Philippe Rodet, bonjour. Alors vous êtes médecin, un médecin très engagé, urgentiste de formation. Vos recherches en sciences humaines et en psychologie font de vous un expert incontournable dans la mise en œuvre de la bienveillance au travail. Alors selon vous, les clés, la clé surtout pour retrouver l'envie, la santé, le succès au travail, eh bien c'est la bienveillance. Et d'ailleurs, les scientifiques, les études le prouvent, le montrent. Vous avez écrit un livre, La bienveillance au travail, préfacé par un grand monsieur, Benoît de Ruffet, qui est le président du groupe Eiffage. Bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Arnaud Collery, Mr Happiness, eh bien c'est vous. Mais c'est également aussi le titre de votre livre. Alors, vous êtes donc un livre d'ailleurs préfacé par un merveilleux philosophe, Tal Ben-Shahar. Vous êtes conférencier français, mondialement connu. Votre parcours est aussi fascinant que passionnant. Et alors, vous vous êtes installé il y a 15 ans aux États-Unis. Vous êtes devenu Chief Happiness Officer. Et pour vous, un coach du bonheur au travail, c'est 90% être chaman et 10% showman. On en parle dans quelques instants. Merci. Et alors, une personne qui incarne parfaitement la bienveillance au travail, c'est bien sûr notre journaliste scientifique, François Pomès. Bienvenue. Alors, avant d'aborder ensemble l'impact des neurosciences au travail, eh bien, je vous propose de prendre des nouvelles tout de suite de Jeanne Masse. Jeanne Masse, alors Réminiscence, c'est le titre de votre livre autobiographique où vous vous dévoilez plus que jamais. Alors vous connaissez déjà en tant que femme très engagée dans la vie, battante, courageuse, sensible aussi. Puis on vous découvre parfois mélancolique dans le livre. Vous revenez par exemple sur vos tentatives de suicide à l'âge de 17 ans, mais avec beaucoup de recul. C'est pas du tout plombant cette période. Alors vous parlez également de votre carrière, des coulisses du showbiz, pas toujours très rose, des amis partis trop vite comme Daniel Balavoine. Et puis d'autres restés, comme Michel Drucker, à qui vous vouez une reconnaissance absolue. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous confier pour la toute première fois? J'étais obligée de la faire. Oui, toute première fois. Et en fait, oui. Elle est bien. C'est une autobiographie artistique, il faut bien souligner ça, même s'il y a si je raconte des périodes dans ma vie pour expliquer un petit peu tout mon parcours, mais c'est avant tout artistique et donc ce sont les coulisses de ce succès que les gens ont connu et tel que moi je le vivais de mon côté et avec des souvenirs qui viennent me rattraper de temps en temps, mais ça part de 1984 avec des allées en Italie, là où j'ai commencé ma carrière, et le livre s'arrête en 2004, juste au moment où je quitte la France pour les États-Unis. Lorsqu'on écrit un livre autobiographique, c'est une thérapie? Oh oui, totalement. Oh oui, totalement, parce qu'en fait, moi, je suis pas du tout nostalgique du passé. J'ai jamais regardé derrière. En fait, j'avance. Et puis, à un moment, j'ai pensé, soutenue par Émeric Caron, qui insistait, et par mon éditeur Flammarion, qui insistait sur le fait... Oui, parce qu'on peut le préciser, pour ceux qui ne le savent pas, vous êtes végane. Oui, je suis végane, mais bon, Émeric, c'était pas juste à travers le véganisme, il est végane aussi. Bien sûr, oui, c'est son combat. C'était surtout qu'il avait envie que j'explique ce qui s'était passé. Il m'a dit, on a envie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui fait qu'un jour on quitte tout et on s'en va aux États-Unis. Et en fait, je me suis dit peut-être qu'il faut que j'explique, mais surtout que je rectifie certaines informations qui avaient été lâchées sur moi et qui finalement étaient un peu malentendantes et mal intentionnées. Du coup, voilà, j'ai fait ce livre qui était vraiment une vraie thérapie. S'il a fallu que je regarde mon parcours, que je me projette dans ce film qui était cette partie de ma vie, avec, comme vous l'avez dit tout à l'heure, toutes ces joies intenses et toutes ces grandes tristesses avec le départ de gens qui étaient importants pour moi et dans ma carrière. Si vous aviez le pouvoir aujourd'hui de retourner en arrière, est-ce qu'il y a un chapitre de votre vie que vous aimeriez recommencer ?
Oh bah, à peu près tout, surtout... c'est vrai? Ah oui, à peu près Donc tout. beaucoup de regrets. Non, parce que je les ai vécus, mais s'il fallait... Vous nous laissez les tubes, hein? Oui, oui. Ça, Non, mais vous ne touchez pas à notre tube revivrai intemporel. tout. Hein. Ouais. Tout mon 1985 qui a été pour moi l'année la plus belle de ma carrière, hein, et de ma vie certainement aussi. Pourquoi? Parce que parce que j'ai découvert le succès, parce que j'ai fait l'Olympia, parce que j'ai rencontré des artistes comme Michel Berger, Daniel Balavoine, France Gall, Johnny Hallyday, des gens qui m'ont C'était la meilleure soutenu. période, non? Voilà. Ah oui, Est-ce que vous c'était pour pensez moi, qu'aujourd'hui- c'était voilà. D'ailleurs, vous êtes en ce moment dans la tournée Star 80. J'imagine que vous avez plein d'anecdotes à nous raconter. Quel a été le moment le plus fort de ces retrouvailles? Alors, en fait, je ne participe qu'à 2 concerts qui sont Le les 1er stades. juin, je crois, C'était à le Stade Paris de et à Lyon. France et voilà, et Lyon. ça. Et en fait, j'arrive en guest, je ne fais pas toute la tournée. Ah, c'est la classe, hein? Ah oui, c'est la classe, mais en même temps, j'étais pas prévue dans la tournée, mais là, j'ai voulu le faire parce que, justement, comme j'arrive avec ces réminiscences et également un coffret 3 CD, je me suis dit, c'est bien de retrouver le public. Et en fait, plus que des retrouvailles avec mes amis des années 80, c'est les retrouvailles avec le public qui est important. Et c'est là où je prends vraiment un grand plaisir, et c'est toujours très émouvant de revoir les gens. Quelle joie de vous recevoir, Jeanne Masse. Pour nous, en tout cas, je me dis, on vous a écouté, vous nous avez bercé. Merci. C'est formidable de vous avoir sur notre plateau. Merci. Vous restez avec nous. Avec Vous allez plaisir. d'ailleurs échanger, puisque Arnaud arrive tout juste des États-Unis, où vous avez quitté la France il y a quelques années. On en parlera tout à l'heure. Et justement, c'est le moment de... On fait une petite pause rafraîchissante avec Annabelle Milo et son étude qui fait du bien. Selon une étude américaine, la compétition entre collègues pourrait pousser les employés à moins bien travailler. La référence au groupe devant en théorie permettre à chacun de se dépasser aurait l'effet inverse. Conscients des risques de placer leurs collègues en position d'infériorité, les meilleurs éléments saboteraient leur travail afin de ne pas créer des tensions au sein du groupe. De ce fait, cela baisserait le rendement général de l'entreprise. Et oui, on se hasarde de perdre en voulant trop gagner. Alors, étude qui fait du bien ou pas Personnellement, la compétition, ça ne m'intéresse pas. Tiens, Annabelle, les audiences de la conférence. La semaine prochaine, je montrerai mes fesses. On va les écraser! Alors, les neurosciences révolutionnent le travail, c'est tout de suite. Philippe Rodet, Arnaud Collery, avant de vous entendre sur la bienveillance au travail, François, vous dites que pour révéler cette réelle empathie, eh bien, il faut comprendre le fonctionnement de notre cerveau et aussi son interaction avec les autres. Est-ce que c'est la science qui le révèle ou vous êtes devenu philosophe? Je suis déjà philosophe. Ça me mais rassurait, cela dit. Ce sont les neurosciences qui l'ont révélé. Un chiffre, 10 000 milliards de synapses, c'est-à-dire de connexions nerveuses. C'est ce que nous avons dans chaque centimètre cube de notre cerveau. Autrement dit, je pense que le cerveau est la machine la plus complexe connue sur Terre. Alors, dans les années 70, il y avait 1500 scientifiques qui étudiaient le cerveau via ces neurosciences. Aujourd'hui, ils sont plus de 50 000. Et les neurosciences ont fait des progrès considérables à tel point, comme vous le disiez, qu'elles permettent d'expliquer, voire de contrôler les relations interprofessionnelles. Un exemple tout simple. On pensait pendant très longtemps que le cerveau était gouverné par 2 hémisphères, le droit, le gauche, mais en réalité, il y aurait environ 4 pôles qui contrôlent ce cerveau, parce qu'en plus de l'hémisphère droit et gauche, nous avons le cerveau reptilien, dont vous avez certainement entendu parler, l'intelligence acquise, et le néocortex préfrontal, intelligence adaptive. Pourquoi c'est intéressant? Parce que, par exemple, pour comprendre le stress en entreprise, eh bien, les neurosciences nous ont expliqué, et nous expliquent toujours, que ce stress est lié à une confrontation entre le reptilien et le néocortex préfrontal. Alors, un exemple tout à fait concret, dans l'armée de l'air, les pilotes de chasse, on leur apprend à gérer ce stress en travaillant sur l'intelligence adaptive, ce qui multiplie par 8 leur efficacité en gestion de problèmes de stress. Et dans l'entreprise, comment on peut l'utiliser? Ça va être tout simplement quand vous avez par exemple un collègue qui est toujours en retard, c'est pas mon cas, hein, en réunion. Ça, c'est vrai. Eh bien, au lieu de se confronter à lui, tout simplement, vous décalez l'heure de la réunion à son heure d'arrivée et progressivement, au fur et à mesure des semaines, vous allez remonter l'heure de la réunion. Donc, au lieu de le confronter à son problème, vous vous adaptez à lui. Ça, c'est de l'intelligence adaptive et ça fonctionne en entreprise. J'aime beaucoup. Vous aimez? Alors justement, est-ce que les neurosciences aujourd'hui nous offrent des clés pratiques pour gérer ce stress? Parce que vous en parlez aussi dans votre livre, Philippe Rodet, on en parlera tout à l'heure, mais on parle beaucoup du burn-out aussi. C'est ça qui est important, le concret. Alors les neurosciences nous ont aussi permis de faire le tri entre les techniques de
des stress en fait qui fonctionnent et qui ne fonctionnent pas en entreprise. Une technique, ça a été prouvé, qui fonctionne, elle est assez simple. Quand vous êtes très stressé, vous fermez les yeux et vous pensez à quelque chose de très positif. Vous êtes en train de faire une mousse au chocolat, une tarte aux fraises, vous partez en vacances, 1 minute, ça suffit pour couper le cerveau du stress de l'entreprise. Il y a aussi quelque chose de très intéressant. Figurez-vous qu'une plante verte à côté de votre poste de travail, ça a pour vertu de faire baisser la tension Ah, c'est artérielle. pour ça que vous voulez toujours que je sois à côté de votre bureau. Vous êtes une très belle plante qui a pris le soleil, mais une très belle plante. Il faut qu'elle soit verte, je précise. Vous pouvez même mettre un cactus, hein, si vous voulez. Et puis, dernier point, les jeux de logique. On n'y pense pas assez, mais parfois ça prend 1 minute. Il y en a plein sur Internet, du sudoku ou d'autres jeux. Vous faites un jeu de logique. On a l'impression que activer le cerveau, ça va vous stresser. Non, en fait, activer le cerveau, ça permet de le détacher du stress et de le reposer. Vous pouvez faire ça pendant 1 minute dans la journée en entreprise. Merci François. Alors on vous retrouve peut-être pour un jeu si on a le temps tout à l'heure. Si on a le temps. Hein, vous avez envie de le faire ce jeu, je le Très. sais. Philippe Rodet, alors votre histoire est très inspirante. Hein. Interpellé par les situations où l'humain est en grande détresse, vous décidez lors de vos études de médecine de faire un stage en réanimation. Et là, vous allez assister au décès d'un enfant de 15 ans qui s'est suicidé parce qu'il était en échec scolaire. Alors, marqué par cette expérience et d'autres histoires douloureuses, vous décidez de consacrer toutes vos recherches à l'épanouissement, la réussite collective et individuelle au travail. Vous en êtes arrivé à quelle conclusion ? Je suis arrivé à la conclusion que dans un contexte actuel où il y a un très haut niveau de stress, en 10 ans en France, le pourcentage de personnes stressées, on considère qu'il est passé de 40 à 61%, eh bien, en parallèle, l'envie de réussir, l'envie de se dépasser, elle s'est effondrée, puisque le pourcentage de personnes très motivées durant la même période est passé de 42 à 28%. Et je me suis rendu compte chez ces jeunes qui étaient en difficulté, car après avoir vécu ce drame, je me suis intéressé à la réussite chez des jeunes en situation difficile à l'école. Eh bien, je me suis rendu compte que si on les motivait, si on leur donnait envie, on allait chercher des résultats dans 60 à 70% des cas. Eh bien, à l'heure actuelle, on peut transposer cela dans le domaine du travail. Cela nous permettra de diminuer le niveau de stress et d'augmenter l'envie de réussir, l'envie de se dépasser, et donc de nous apporter la capacité de se réaliser au travail. Alors, ce livre regorge d'études scientifiques qui prouvent l'impact positif de la bienveillance au travail. Alors, vous dites que un des grands principes de la bienveillance, c'est de prodiguer des encouragements. Alors, un concept à contre-courant de cette mode qui consiste à toujours tout critiquer, à tout pointer du doigt. Vous avez véritablement constaté, il y a des preuves factuelles. Vous avez vu la différence entre une entreprise qui critique et une autre qui est dans la bienveillance ? Bien sûr. On sait à l'heure actuelle que les encouragements, par exemple, vont avoir une efficacité incroyable chez l'être humain parce qu'ils vont modifier, ils vont augmenter le sentiment d'efficacité personnelle. Le sentiment d'efficacité personnelle, c'est la conscience que dans un domaine bien précis, on sait faire. Quand on augmente le sentiment d'efficacité personnelle, on baisse le niveau de stress de 32% chez un homme, 44% chez une dame. Donc chez vous, c'est encore plus efficace. Il faut qu'on vous encourage régulièrement et on essaiera de le faire tout à l'heure. Mais en même Vos temps, questions sont excellentes. Merci François. Ah ben voilà. et les réponses de François sont formidables. Eh bien, en même temps, quand on va baisser le niveau de stress, on va augmenter la persévérance, on va augmenter la confiance en soi, on va augmenter l'optimisme et la créativité. Pourquoi ? Parce qu'on modifie l'expression d'un gène qui code pour une protéine des récepteurs ocytocine. L'ocytocine agit davantage et c'est cette hormone qui aura toutes ses propriétés. Donc oui, encourager, c'est la clé du succès. C'est en même temps ce qui va nous permettre de vivre mieux et de passer d'une période où finalement on était en opposition les uns avec les autres, c'était un peu le combat au corps à corps, on va passer peut-être au contrat, du cœur à cœur. Si je peux me permettre. Mais bien sûr, Jeanne Masse. J'ai éduqué mes enfants justement dans cette reconnaissance et dans les encouragements. Et en fait, sans jamais les critiquer. Et ça a fait, parce que j'ai toujours été convaincue que ça aurait fait des enfants mieux dans leur peau et qui aujourd'hui finalement réussissent grâce à tous ces encouragements. Et sans ça, l'école était en train de me les massacrer aussi, comme ce jeune de 15 ans. Je trouve ça terrible, parce qu'en fait, on force les enfants à se plonger dans des matières très souvent qui ne les intéressent absolument pas, alors qu'ils pourraient être excellents dans d'autres matières, et on ne tient pas compte de l'individu même. C'est dommage. Merci Jeanne Masse. Alors, non, mais sur le papier, c'est très beau. Hein. Est-ce que parvenir à ce monde en paix profite à l'entreprise très concrètement ? Est-ce que vous avez des exemples d'entreprises qui se sont complètement révélées en agissant sur l'intérieur, sur leur intérieur. À partir du moment où on va augmenter l'envie de s'engager, l'envie de réussir, l'envie de se dépasser, effectivement, on va avoir des conséquences pour l'entreprise. On l'a vérifié dans un grand groupe, on était intervenu pendant plusieurs années où on a sensibilisé plus de 4000 managers.
Au bout de ces 4 ans, il y a une enquête qui a été réalisée par un institut de sondage qui a montré que le pourcentage de collaborateurs très motivés était à 51% quand il est à 28 à l'échelle du pays. Le pourcentage de personnes stressées était inférieur à ce que l'institut trouvait dans les autres groupes. Donc effectivement, il y a des résultats qui sont très probants. Et je serais tenté d'harmoniser un petit peu mon propos par un peu de recul dans le temps, et c'est d'aller chercher Thucydide, qui 5 siècles avant Jésus-Christ disait la cité sera mieux défendue par l'engagement de ses habitants que par l'épaisseur de ses murs. Eh bien, je crois que dans le monde de l'entreprise, il faut que l'on prenne conscience que l'essentiel, c'est l'engagement. Et d'ailleurs, Benoît de Ruffé, dans votre préface, dit quelque chose de très beau, de très juste. C'est manager, c'est servir les autres. Oui, tout ça, à je fait. trouve ça magnifique. C'est très beau. C'est une Être au très service belle des autres. phrase. Finalement, un roi et une reine devraient servir le peuple. Oui. Alors, Arnaud Collery, aujourd'hui, vous êtes Chief Happiness Officer. Je le dis bien ou pas? Pas mal. Autrement dit, C'est pas mal. coach du bonheur au travail. Alors, vous faites partie de ces Français qui sont partis il y a de nombreuses années aux États-Unis ou au Canada, qui ont quitté notre modèle de professionnel. Est-ce que ce sont vraiment les Eldorado là-bas? Est-ce que l'herbe est plus verte ailleurs ou finalement, fort de cette expérience, l'herbe est plus verte quand on l'arrose? Alors, avant de répondre à cette question, bravo pour cette émission, parce que là, j'étais déjà en train de prendre des notes sur ce que Oui, vous m'avez piqué le stylo plusieurs reprises. Bravo. Il fallait regarder J'ai le envie de replay, tout reste avec noter, nous, Arnaud. cette citation. Bravo. Donc, c'est une émission Merci, Arnaud. d'utilité publique, ce Exact. que vous êtes en train de faire. Donc, bravo. Ouais. Est-ce que l'herbe est un peu plus verte aux États-Unis ou dans d'autres pays? J'ai vécu aussi au Japon, Afrique du Sud, etc. Oui. Non. Par contre, elle est différente, et puis j'en reviens à ce que disait Jeanne Mars. On ne juge pas, ou ce que me disait professeur Rondet, on ne juge pas à l'étranger, surtout aux États-Unis. Et en France, je crois que c'est peut-être le numéro 1 anti-bonheur, c'est qu'on juge, on juge les autres. Et quand je parle aux gens, pourquoi tu ne deviens pas artiste, ou tu ne fais pas une grande école, ou tu ne deviens pas professeur, je ne sais pas ce que va penser ma famille, ma girlfriend, mon père, mais tu t'en fous. Écoute-toi d'abord. Et donc, non, l'herbe n'est pas plus verte, elle est simplement différente aux États-Unis. Elle est un peu plus courte, elle est peut-être plus rousse, l'herbe, elle est peut-être plus black, l'herbe, elle est vraiment de différentes couleurs. Juste, on la respecte. On accepte la différence. Est-ce que vous Et le sentez par aussi, Jeanne Mars? l'encouragement, Oui, tout on à fait. encourage. On encourage, pardon. C'est vrai, mon fils, par la suite, lorsqu'il a été dans une école américaine, il était constamment encouragé dans ses moindres efforts, le moindre effort. Alors évidemment, on critique l'Amérique par rapport à sa culture, mais on essaie de faire des enfants heureux avant toute chose, des enfants qui soient bien dans leur peau et des enfants qui aient envie d'entreprendre, envie de vivre, voilà. Et c'est vrai que les enfants dans les écoles, ils sont beaucoup plus heureux que les enfants dans les écoles en France. Et c'est exactement ça. Et on trouve ta différence, ton génie à toi. Voilà, c'est ça. Et c'est ce que vous développez en tant que C'est exactement la même chose. C'est pareil. Moi, maintenant, j'ai un enfant, je suis père. Il a 1 an simplement. On dirait un petit samouraï d'ailleurs, parce que j'ai vu une Merci, photo. il est assez mignon, effectivement. Mais on est déjà en train de chercher son génie à lui. Exact. Et c'est ce qu'on fait dans l'espèce de preschool dans laquelle il est. Et c'est ce qu'ils font dans les écoles maternelles, dans les high schools, etc. Et en France, au contraire, on détruit. Et en là-bas, cours d'année, on pousse, si on tu Bon, pousse. les Français sont super aussi, non? Ah, ils sont super. D'ailleurs, je pensais à revenir en France. Donc, il y a plein de superbes choses en En France. mixant les deux modèles, parce que le modèle américain quand même travaille beaucoup sur l'individualisme, Exact. à l'antithèse du modèle français. Donc en fait, un mix des deux, et c'est pour ça que vous êtes intéressant, c'est que vous arrivez à compiler l'ensemble des mais cultures. c'est surtout qu'en France, il faut arrêter de mettre les enfants sous l'étiquette échec. Ouais. En échec scolaire. Ça n'existe pas, l'échec scolaire, les gars. C'est juste qu'il est dans la mauvaise voie. Vous êtes en train de lui inculquer des choses qui ne l'intéressent On va pas. faire 2 Il faut aller émissions, voir Karine. ailleurs. On reviendra. Avec grand plaisir. Je vous adore, Jeanne Mars. Pourquoi prend-on toujours en exemple les entreprises de la Silicon Valley, par exemple, lorsqu'il s'agit d'illustrer les nouvelles méthodes pour accompagner la réussite sociale d'un salarié? Alors, plusieurs choses. Un, le métier de Chief Happiness Officer est né là-bas, déjà, il y a une vingtaine d'années. Pourquoi? C'était les ingénieurs qui, contrairement peut-être aux ingénieurs français, étaient très conscients de leurs lacunes en intelligence émotionnelle. Ils se sont dit, ils ont besoin de gens peut-être un peu comme moi, comme vous, qui sont un peu plus doués dans la communication, ou en tout cas d'essayer de faire le buffer, l'intermédiaire entre ce qui ne va et ce qui ne va pas. Et donc, ils ont commencé à recruter des gens qui aiment la communication, qui aiment la relation à l'autre. Et de là est né ce métier de Chief Happiness Officer. Et surtout, la deuxième chose, c'est que ces sociétés sont passionnées par l'expérimentation. Je vois, donc j'ai une partie de mes amis de Chief Happiness Officer en France et aux États-Unis. En France, au bout d'1 an, s'il n'a pas des critères, etc., ils virent les Chief Happiness Officer. Non. Aux États-Unis, non, tu expérimentes. Il y a un côté intrapreneur. Tu explores, tu C'est comme essayes une des émission de différentes choses. télé. Lorsqu'elle fait plus d'audience, en fait, finalement, elle fait plus partie de... Tandis qu'aux États-Unis, peut-être on donne un peu plus la chance. Je ne sais pas, je ne connais pas le milieu de la télé aux États-Unis. Sauf Plus que ça, sur mais- Canal, nous, on est très bien lotis. D'accord.
Donc c'est voilà, pour moi c'est l'expérimentation américaine qui donne lieu à plein de choses. Pourquoi Google, c'était les premiers à faire de la méditation d'entreprise par un certain Chang-Man, je ne sais plus comment, qui a créé après Search Inside Yourself, une des plus gros instituts en méditation un peu partout dans le monde. Il a créé au sein de Google il y a 18 ans. C'était assez novateur. C'est Google qui avait créé la première fois les flexibilités au travail, la créativité, le besoin de créativité. Et donc, il donnait une demi-journée par employé par semaine pour travailler sur ce qu'il voulait. Et à la fin du mois, il fallait simplement montrer ce sur quoi tu avais travaillé, si peut-être ça pourrait servir la société. Mais simplement par le fait qu'on savait que dans la semaine, j'aurais 3 heures à moi, je peux travailler sur ce que je veux, je dois montrer à Google ce sur quoi j'ai travaillé. Mais C'est après, un peu ça peut être les écoles utile. de la deuxième chance, finalement. Un peu. Hein, où ils ont un atelier le matin de tout ce qu'ils de toutes les activités qu'ils préfèrent. Un petit tour de table très très rapide. Pour vous, en fait, en 2 mots, la bienveillance, parce qu'il y a aussi la sincérité. Ça commence comment? Parce qu'il faut être sincère. Et quand parfois on est en colère, on est mal dans sa peau, etc. En un mot, Philippe? Bien effectivement, quand on est stressé, on libère un petit peu de cortisol, qui est l'hormone de l'agressivité, et c'est moins facile d'être bienveillant. Si on fait l'effort de diminuer son niveau de stress, que ce soit par de la méditation, par toutes les techniques que l'on veut, il faut choisir celles qui nous correspondent le plus. Si on diminue notre niveau de stress, on sera beaucoup plus facilement bienveillant. En un petit mot. Hein. Un petit mot. Le storytelling, pour moi. Un mot, on a dit, Arnaud. Le storytelling. Voilà. Partager ton histoire, comme on va le faire lundi Génial. à Bordeaux, à la Cité du Vin. Ah, super. François, vous avez un coup de cœur. Oui, storytelling, très rapidement. On a reçu à plusieurs reprises dans cette émission Jérémy Ferrari, humoriste profondément humain, drôle, qui fait des spectacles très engagés. Ce sont des spectacles enquête, c'est ça qui est bien. Ouais, il a déjà fait un spectacle sur la religion, un autre sur la guerre. Là, il revient avec la santé. Et croyez-moi, il a enquêté. Et je vous en parle parce que les places sont en vente. C'est un spectacle en 2020. Nous, on l'adore. Et les places sont déjà en vente. Et les spectacles sont vite remplis. Donc, courez-y, ça va Et être génial. on le sait, c'est un grand succès. Merci à tous d'être venus aujourd'hui sur le plateau. Merci. Jeanne Masse, alors on vous retrouve le 8 et le 9 avril à l'Olympia en 2020. En 2020. Là sur la tournée Star 80, Réminiscence, un album, 3 CD avec tout au best-of. Voilà. Et puis votre livre autobiographique que je recommande à tout le monde puisqu'il est vraiment très très touchant. Merci. Puis on apprend plein de choses sur les coulisses des années 80. Philippe Rodet, merci. La bienveillance au travail, c'est votre livre formidable basé sur des études scientifiques. Mr Happiness, un parcours fascinant. Un Français parti aux États-Unis qui a eu tous les métiers du monde et qui est revenu avec un cœur de chaman. Et François Pomès, on se retrouve la semaine prochaine. Eh bien, bon appétit si vous êtes à table. Merci de nous avoir suivis.